Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-François. Vraiment content de te revoir après tous ces mois. Tu n'as pas trop changé, on est capable de te reconnaître encore. Quelques mois, effectivement, oui. Je suis convaincu que notre auditoire est content de te voir. Ça faisait un petit moment qu'on t'avait vu. Donc ça fait du bien. Ah oui, puis on est content de te voir pour parler de politique internationale ce soir. Oui. Justement, en fin de semaine, on avait un service, j'étais à Victo, puis il y a des gens, quand je suis allé à l'église le matin de Denis, qui avait le service. J'ai rencontré 4-5 personnes, puis il y en a une couple qui ont dit bien, quand est-ce qu'on te revoit? Ouais. Bien, Jean-François a appelé, puis j'ai dû mettre mes choses de côté. Puis, c'est bon. Effectivement. Bon. Ce soir, tu nous parles d'élections européennes, toi aussi. Oui, bien, moi, je vais vous parler un petit peu. D'habitude, on s'en va à Israël, je vais le garder pour tantôt, mais je vais parler des coûts un peu du wokisme. Il y a un coût à être un petit peu plus à droite, mais il y a un coût aussi au wokisme. Bien, si on regarde les élections, puis c'est pour ça que je voulais voir qu'est-ce qu'il allait parler tantôt. La tendance présentement, les candidats qui ont remporté des sièges au Parlement européen cette semaine ne sont pas ceux auxquels on pourrait s'attendre. Mm-hmm. Puis si on regarde la photo, c'est juste qu'il y a eu quelques surprises. Donc en Allemagne, justement, M. Maximilien, c'est quelqu'un qui avait été retiré de son parti. Si on regarde la photo en haut à droite, c'est un YouTuber, aucune expérience en politique, aucun parti. C'est juste qu'il y a 2,6 millions de followers sur YouTube. Wow. Il y en a beaucoup aussi sur TikTok. Alors lui, il est à Chypre. Il s'est fait élire. Et puis, si on s'en va en Espagne, c'est un peu la même chose. M. Pérez, je pense qu'ils ont 3 sièges, eux. Alors lui, il y avait un discours sur ses plateformes sociales de plutôt anti-immigration. Ouais. Et puis, tu vois, il a passé. Puis l'autre monsieur complètement à droite, qui est en Grèce, lui, il est présentement en prison. Hein? Oui. Alors, si j'ai bien lu l'article, là, il était en prison, ils sont en études, puis ça, je ne sais pas si c'est comme 2 ans ou quelque chose. Tu sais. Alors, j'ai dit, ben voyons donc. Tu sais. Fait que là, je me dis, si Trump est en prison, il va gagner pareil, peut-être. Là. Mais c'est tous des gens, c'est comme le monde, ils en ont tellement ras-le-bol que si tu dis quelque chose qui vient toucher l'oreille, puis à 2,6 millions de followers sur YouTube, il a été élu, pense-y, là. Fait aucune expérience en politique, aucun parti politique. Peut-être aucune formation. Non, c'est ça. Donc, il y a des idées, mais il y a beaucoup de followers. Alors, c'est ça qui est important. Peut-être qu'on va pouvoir se lancer en politique, Jean-François. Tu nous amènes à Charlotte, en Caroline du Nord, pour commencer, poursuivre l'entrevue. Oui, c'est ça. Alors, l'Église méthodiste unie perd 1 million de membres en une seule journée à cause de l'affirmation LGBT. Ah. La semaine dernière, l'Afrique de l'Ouest a voté pour quitter l'organisation en raison de son acceptation du clergé des mariages LGBT. Après avoir été membre depuis 2008, elle a déclaré à l'Église s'écarte des Saintes Écritures et préfère sacrifier son honneur et son intégrité pour honorer la communauté LGBTQ. Wow. La décision fait suite au vote de l'Église catholique américaine en mai d'abroger l'interdiction du clergé à des mariages LGBTQ en vigueur depuis des décennies, ce qui a provoqué un départ massif de congrégations du monde entier, adopté à 692 voix contre 51. Fait qu'il y a quand même une bonne majorité, là. Oui. Plus de 4000 congrégations, pas 4000 membres, 4000 congrégations ont quitté le UMC au cours des 6 premiers mois de 2003, a rapporté Breitbart News. Alors que l'organisation continue de perdre des membres, l'Église méthodiste coréenne, qui compte, elle, 1,5 million de membres, envisage également de quitter, a rapporté lundi le Christian Post. L'homosexualité ne peut être acceptée. Il ne s'agit pas d'une question émotionnelle, mais d'une question de vérité immuable. Ouais. L'homosexualité est clairement un péché, a déclaré une coalition de méthodistes coréennes dans un communiqué. Il s'agit d'une question concernant le caractère sacré de la vie que l'Église doit enseigner correctement sans compromis. Wow! Ça, c'est les Coréens, là. Fait que ça donne un coût. Il y a un prix à payer si vous voulez changer les lois de l'Église. Dieu ne change pas hier, aujourd'hui et demain. Mais si on veut changer, bien là, c'est ça. Il va y avoir un prix à payer parce qu'il y a du monde qui disent non. Les vrais, ils n'acceptent pas ces changements-là. Puis ça, c'est quand même majeur parce qu'à travers les églises méthodistes puis les églises unies, ce qu'on voyait beaucoup dans l'actualité, pas plus tard qu'il y a quelques mois là, ou quelques années,
c'était justement cette bascule-là vers cette acceptation d'inclusivité au niveau du clergé qui pouvait être homosexuel, puis continuer à être pasteur de l'Église, puis tout ça. Il y avait vraiment cette bascule-là. Puis là, aujourd'hui, avec ce que tu viens de nous dire, il semble y avoir un redressement ou un retour de ces églises-là à tenir leur bout. Là, c'est ça. Ben, c'est juste que le mouvement perd des plumes et les autres vont soit partir d'un mouvement ou vont être indépendants tout simplement. Mais c'est des millions de membres, là. Fait que ça va toucher à quelque part. Là. Toujours aux États-Unis, Jean-Pierre? C'est ça. Le soutien des pasteurs au mariage de personnes du même sexe s'essouffle. Alors, les débats se poursuivent au sein des dénominations au niveau national et judiciaire sur la moralité du mariage homosexuel, mais le nombre global de pasteurs protestants qui soutiennent le mariage homosexuel n'augmente plus ou n'augmente pas, a déclaré Scott McDonald, directeur exécutif de Lifeway Research. En 2010, un tiers d'entre eux, 32 % y étaient favorables. En 2019, c'était monté à 47 % qui ne voyaient aucun inconvénient. Le soutien parmi les pasteurs s'identifie comme faisant partie de la grande famille reste présentement à 46. Donc, ça a baissé un petit peu. C'est pour ça qu'il dit que ça s'essouffle. Du côté des pasteurs évangéliques, ont toujours été opposés au mariage homosexuel, aujourd'hui à 7 %. Donc, des pasteurs évangéliques américains déclarent qu'il n'y a rien de mal. On parle de 7 %. Là. Alors, comme Romains 1, il dit, c'est comme vous approuvez ceux qui font ces choses-là. Là. On parle maintenant de football américain. Oui. Alors, on est toujours dans le thème un peu des coups, là. Alors, il y a 9 équipes de la NFL du football ont décidé de ne pas s'afficher pour la fierté en juin sur les médias sociaux. Une enquête de Bloomberg, publiée l'année dernière, a révélé les références au mois de fierté dans les documents, les présentations et les transcriptions d'avril à juin. Plus de 900 des grandes entreprises américaines ont chuté de 40 %. C'est majeur. Par rapport à la même période l'année dernière, ce qui représente la première baisse en 5 ans. L'un des exemples les plus notables d'une entreprise subissant des pertes financières sur l'idéologie LGBTQ est celui de Target. On se souviendra, hein? Target a vu ses actions s'effondrer dernière après que la grande surface a mis en vente une collection LGBT Pride de maillots de bain tuck-friendly, qu'ils appellent, conçus pour permettre aux hommes de dissimuler plus facilement leurs organes lorsqu'ils portent des maillots de bain féminins. Target a perdu 9,3 milliards de dollars en valeur du marché et a enregistré une baisse de 12,6 de ses actions à la suite des réactions négatives à ses efforts pour promouvoir l'idéologie LGBTQ. Sans oublier le fiasco de Bud Light avec Dylan Mulvaney, a coûté à Bush, Anheuser-Busch, 1 million de dollars dans son chiffre d'affaires. Alors, il y a un coût aussi là, à vouloir promouvoir l'LGBTQ. Oui, puis tu as raison. Puis, tu sais, le monde sont un peu écœurés qu'on leur pousse dans la gorge ce wokisme-là. Parce que ce que les gens... Souvent, là, Jean-Pierre, là, les gens se taisent parce qu'ils se pensent minoritaires. Mais quand on parle avec des gens, puis on l'a vu avec la Marche pour la vie qu'on a faite à Québec, les gens ne sont pas si minoritaires que ça. Là. Non, pas du les tout. médias veulent nous faire penser que nous sommes minoritaires de penser comme on pense. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont le gros bon sens puis qui disent « Ben non, ça n'a pas de bon sens. Là. De tuer un bébé dès la conception, ça n'a pas de bon sens. De le tuer à 9 mois, ça n'a pas de bon sens non plus. » Puis les gens, quand ils commencent à faire des liens puis par rapport à des choses comme ça, ils se réalisent, ça se lève puis ça commence à avoir des répercussions. Puis on le voit justement dans ce que tu es en train de nous dire aujourd'hui. C'est ça. Je pense que certaines personnes, tant que ça ne les touche pas personnellement, mais là, avec tout ce qui se passe, avec ce qu'on vient de traverser les 3 dernières années... On rentre dans nos écoles. Exactement. Ce qui se passe présentement touche de plus en plus tout le monde. Oui. Alors là, le monde se lève un peu plus. Puis ça, bien, c'est des preuves qu'on peut faire quelque chose. Absolument. On parle maintenant du baseball américain. C'est ça. Sur le côté du baseball, un tiers des équipes de la Ligue majeure du baseball n'ont pas mentionné le mois de la fierté LGBTQ. Donc, c'est pour ça que je dis bravo à tous ceux qui peuvent se tenir, parce que là, eux n'ont pas le choix parce qu'ils ont vu un coup là,
Mais à Québec, on aurait dû être bien plus que ça, là. Oui. Donc, il faut se lever. Puis je pense de plus en plus, en voyant ça, ça va encourager les gens à dire Absolument. il faut se lever. Là. Absolument. Maryland. Les parents du Maryland ne peuvent pas exclure leurs enfants du programme d'enseignement des livres sur l'LGBTQ, selon un tribunal. Une cour d'appel fédérale divisée a rejeté mercredi la tentative d'un groupe de parents du Maryland à forcer un district scolaire à leur permettre d'exclure leurs enfants de l'école primaire la lecture de les livres compromettants des personnes LGBTQ. Mm-hmm. Les avocats des parents, Beckett Fund Religious Liberty, s'étaient opposés à un programme scolaire destiné aux enfants d'âge préscolaire et élémentaire, qui inclut les livres présentant des personnes homosexuelles, transgenres, non-binaires. Les parents qui sont musulmans, chrétiens et juifs ont fait valoir aux côtés de l'Organisation de défense des droits des Kids First qu'en ne prévoyant pas l'option de refus, la politique du conseil scolaire portait atteinte à leurs droits religieux en vertu du premier amendement de la Constitution des États-Unis. Alors, à l'origine, les parents pouvaient décider que leur enfant ne lirait pas les livres, mais le conseil scolaire a abandonné cette option à partir de l'année scolaire 2023-2024. Donc, c'est cette année que ça change un peu partout, ici au Québec aussi. Oui. Bien, tu vois, impossible. Alors, les enfants vont devoir se soumettre à cette idéologie. On parle d'élémentaire, on parle de l'école primaire. Là. On ne parle pas du secondaire, on ne parle pas du cégep là, ou l'université. Là. Non, tu as raison. Puis, on a eu le témoignage il y a quelques semaines, souviens-toi, Jean-Pierre, Jean-Léon, qui était venu ici, qui était celui qui était en arrière de l'organisation de l'autre manifestation au centre-ville de Montréal contre l'idéologie du genre qu'on veut enseigner à nos enfants dans le cadre de ce nouveau cours citoyenneté québécoise. Et puis lui, il a voulu sortir son gars de ce cours-là, puis il s'est fait menacer. Que s'il sortait son cours, là, il pouvait avoir un appel à la DPJ contre lui. Là. Fait que tu te dis, attends une minute, là. Je peux même plus décider ce que mon gars a le droit d'écouter ou d'entendre ou pas. Là. Sinon, je suis menacé d'être un mauvais parent qui vient à l'encontre du narratif qu'on veut pousser dans nos écoles. Alors, avec l'économie qu'on vit, c'est de plus en plus difficile. Mais l'école maison devient quasiment la seule alternative, là, c'est si tu ne veux pas laisser tes enfants dans ce milieu-là. Là. Des fois, c'est ça. Pour une situation extrême, ça prend des solutions extrêmes. Si tous les parents concernés pour le bien-être de leur enfant décidaient de sortir les enfants des écoles puis les enseigner à la maison, peut-être que le gouvernement reverrait ce genre de programme enseigné à nos enfants sur l'idéologie du genre. Exact. Il faut qu'il y en ait plus qui parlent. Exactement. Sacramento, Californie. Oui, le projet de loi californien vise à mettre fin aux politiques de notification de sexe à l'école et protège les enseignants. Alors que des procès se déroulent dans les tribunaux tout autour de l'État sur la protection de la vie privée des étudiants en matière d'identité sexuelle, un projet de loi présenté à l'Assemblée législative de la Californie mercredi vise à mettre fin unilatéralement aux politiques de notification parentale et à protéger les enseignants pris dans la mêlée. Le député Christopher Ward, un démocrate de San Diego, propose une loi qui protégerait les enseignants de toute représailles pour avoir soutenu le droit des étudiants transgenres et interdirait les politiques scolaires qui exigent la divulgation forcée des décisions des jeunes en matière d'identité sexuelle à leur famille. Donc, un projet de loi. Ils ne pourront plus le dire aux parents. Là. Mais non, c'est sûr. Texas. C'est une histoire qui date de 2003, mais d'après moi, on va en avoir de plus en plus. Nous allons en voir, ça s'appelle sexchangeregret.com. Wow. Une détransitionniste du Texas poursuit des médecins pour 1 million à la suite d'une opération chirurgicale ratée. Sérieux? Une autre détransitionniste, un autre mot qu'on va s'habituer, qui a tenté une transition de genre à l'âge de 17 ans, poursuit les médecins qui l'ont opéré, les accusant d'avoir ignoré sa pléthore de problèmes de santé mentale, l'avoir poussé sur une voie destructrice. Soren Aldaco, qui a aujourd'hui 21 ans, affirme que ces médecins se sont davantage comportés comme des idéologues que comme des professionnels de la santé
et qu'ils n'ont pas correctement pris en compte son autisme, sa dépression, son anxiété et d'autres comorbidités lorsqu'ils l'ont évalué en vue d'une tentative de transition de genre. En dépit de ces signes révélateurs, exigeant prudence et une résolution thérapeutique, souligne la plainte, les médecins d'Aldaco ont délibérément et imprudemment propulsé la jeune femme sur une voie d'une défiguration physique permanente et d'une aggravation de la détresse psychologique. Ouais. Ça, c'est important, ce que tu viens de dire là. Il y a eu un reportage qu'on a déjà diffusé ici il y a quelques mois déjà, qui avait passé justement sur les médias mainstream, qui parlait, puis c'était des gens qui voulaient justement détransiter, qui avaient transité, qui avaient transitionné vers le sexe qu'ils n'étaient pas à la naissance. Et dans cette transition-là, ils avaient tout le support, puis on les a mis sur une piste accélérée pour pouvoir arriver à la transition, puis à transiter vers, si c'était un homme, vers une femme. Mais certaines d'entre elles ont voulu détransiter et puis sont allées voir pour pouvoir faire cette détransition-là. Puis ce qu'on leur disait, c'est qu'il y a 2-3 ans d'attente, pas d'attente, il y a ça va prendre 2-3 ans pour arriver à la détransition, puis on devrait vous faire voir des psychologues juste pour savoir puis comprendre pourquoi vous voulez détransitionner. Puis là, j'écoutais ce reportage-là, puis je me disais, attends, la même personne qui a voulu transitionner, elle n'a pas eu les services d'un psychologue pour comprendre ses problèmes puis ce qui l'emmenait à faire ça. On l'a poussé sur une voie accélérée. Et alors que cette personne-là regrette et veut détransitionner, là, on va y faire voir un psychologue puis on va lui faire voir tout un processus pour essayer de la garder le plus possible dans sa transition plutôt que de la faire. Tu te dis, bien, on vit dans un monde de fous. C'est ça. Un poids, deux mesures, tu sais, dans le sens que à certaines personnes, ils disent au premier rendez-vous avec le médecin, suite, il était sur les blockers, puis donc, il n'y avait pas d'attente. Non. C'est comme, on tu pose veux pas de ça, questions. on t'encourage. Absolument. Un peu comme Tania, quand elle est allée pour son avortement, il n'y avait aucune option. Non. C'est comme expliquer l'avortement, c'est tout. Hein. Washington, D.C. Une pro-vie âgée, condamnée à 2 ans de prison malgré une santé déclinante. Une militante pro-vie de 75 ans a été condamnée vendredi à 24 mois de prison et 36 mois de liberté surveillée après avoir été reconnue coupable en novembre dernier d'avoir participé à une manifestation organisée en 2020 devant une clinique pratiquant l'avortement à Washington, dans le district du Columbia. Paulette Harlow a été condamnée en vertu de la loi sur la liberté d'accès aux entrées des cliniques qui interdit les comportements violents, menaçants, dommageables, obstructifs, visant à blesser, intimider et entraver. Moi, je la regarde, elle n'a pas l'air si dangereuse que ça, là. Le droit de rechercher, d'obtenir et de fournir des services de santé génésiques. La même juge a présidé et condamné chacun des 8 autres manifestants reconnus coupables à la suite de la manifestation, a rapporté CBN News. Wow. Fait que, c'est une dame âgée, là, puis en prison. Là, c'est rare, mais tu nous amènes au Canada, à Ottawa plus précisément. Bien, celle-là, elle m'a fait sursauter un peu, puis je dis, on va juste faire une petite escale au Canada, un touchdown, puis on repart, là. Mais à Ottawa, le député conservateur Arnold Vezin, je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut, là, a été attaqué par les médias, les libéraux et même le chef de son propre parti, Pierre Poilievre, pour sa défense de la vie et de la famille. Un autre qui a l'air pas trop dangereux, si on regarde les photos, là. Le Parti libéral de Justin Trudeau s'en prend à l'un des députés pro-vie les plus fidèles de la Chambre des communes, Arnold Vezin, député conservateur de la circonscription albertaine de Peace River-Westlock. En fait, il est le président du caucus parlementaire pro-vie sur la colline. Okay? C'est le président. Alors, tu ne peux pas t'attendre à autre chose s'il parle de la vie, là. Ouais. Au cours de l'entretien, M. Smith lui a demandé s'il souhaitait que l'avortement soit interdit, ce à quoi a dit M. Vezin, oui, c'est comme je voudrais qu'il soit illégal. Ouais. L'animateur lui a également demandé comment il voterait si un hypothétique projet de loi sur le mariage homosexuel devait voir le jour. En tant que chrétien fervent, qui a toujours été fièrement pro-famille, il a répondu honnêtement « Je voterai contre le mariage gay ».
quelqu'un pouvait-il vraiment s'attendre à ce que M. Arnold réponde différemment? Ben, c'est ses valeurs. C'est ça. Alors, Il y en a qui ont des valeurs comme ça, mais que pour rester en politique, ils les auraient compromis. Ouais, ben, mais ça. Lui, il s'est tenu pour ses convictions. Lui, il dit exactement ce qu'il vit. Alors, cela a manifestement contrarié le chef, M. Pierre Poilievre, pro-avortement et pro-gay, ainsi que les Red Tories qui dirigent son bureau. En effet, le lendemain, M. Veerson a vraisemblablement été contraint à publier une déclaration précisant que c'était ses opinions personnelles et qu'elles ne représentent pas celles du chef ou du Parti conservateur. Pierre Poilievre a ensuite publié un communiqué dès lundi faisant des courbettes aux gens des médias libéraux, les rassurant du soutien indéfectible à l'avortement et à l'homosexualité. Dans ce qui a dû être une humiliation pour M. Arnold, M. Poilievre a promis à la presse que les déclarations de Veerson ne représentent pas les positions du Parti conservateur ni la mienne en tant que chef. Comme le dit depuis des années le livre politique de notre parti, adopté par les membres du parti, un gouvernement conservateur ne soutiendra aucune législation visant à réglementer l'avortement. Lorsque je serai premier ministre, aucune loi ou règle ne sera adoptée pour restreindre les choix des femmes en matière de procréation. C'est un fait. Les Canadiens sont libres d'aimer, d'épouser qui ils veulent. Le mariage entre personnes de même sexe est légal et le restera lorsque je serai premier ministre. Point final. Tu vois, alors, ça nous démontre que c'est un parti libéral déguisé en conservateur. Exact. C'est du pareil au même. Fait que pour tous ceux et celles qui pensent que voter pour conservateur, c'est un moindre mal, vous le voyez, là. Si le chef est prêt à compromettre ses convictions à ce point-là, ou les convictions des chrétiens dans son parti, ou même ses propres convictions à lui, alors qu'il était probablement pro-vie avant, puis le fait de l'avoir emmené à être le chef du Parti libéral, chef du Parti conservateur, il fait un lapsus, l'a emmené à souiller ses convictions, ça nous démontre jusqu'à quel point ce gars-là, il est prêt à être souillé puis à être acheté pour pouvoir rester ou avoir le pouvoir. Bien, c'est ça. Je pense que c'est le pouvoir qui veut l'avoir. La dicton, c'est la fin justifie les moyens, ou je ne sais pas trop. Là. Exactement. Alors, la Campaign Life Coalition a lancé une nouvelle pétition intitulée « Je soutiens Arnold Veerson ». Alors, je pense qu'elle est même sur Campagne Québec Vie aussi, puis Ottawa. Là. Israël, maintenant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Israël. Oui, on va aller faire un petit tour. C'est sûr que ça aussi, ça fait partie des médias, mais si on regarde Benny Gantz, le principal rival du premier ministre, a quitté le gouvernement. Il vient de donner sa démission. M. Gantz a déclaré qu'il soutenait le plan global visant à mettre fin à la guerre que le président américain Joe Biden a présenté la semaine dernière. Chaque semaine, des dizaines de milliers de personnes se rassemblent sur les places de la démocratie à Tel Aviv et dans d'autres endroits du pays pour exiger un accord d'échange pour la libération des captifs et la destitution de Netanyahou. Si Netanyahou parvient à maintenir sa coalition jusqu'aux vacances d'été, la loi électorale ne permettra pas d'organiser des élections avant le mois de mars prochain. 2025. Alors, on sait là-bas, ça prend des coalitions. Et M. Ben-Gvir, on avait parlé ici, qui est beaucoup plus à droite. Donc, il faut que ça tienne, un peu comme ici au Canada. C'est une politique qui est un peu plus difficile à comprendre que la nôtre, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Par contre, ça, c'était comme un gouvernement... dans le gouvernement qu'il avait fait à cause du mois d'octobre puis de qu'est-ce qui s'était passé. Fait que là, lui, il se retire de là, puis il attaque naturellement M. Netanyahou qui tente de rester au pouvoir au moins jusqu'au mois de mars 2025. Oui, il aime ça s'accrocher au pouvoir, Netanyahou. À Gaza, du côté, le Hamas semble rejeter le plan américain, lui, de cesser le feu à Gaza, et le monde en apprend davantage sur la stratégie des civils morts de M. Sinwar. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai regardé les nouvelles, puis il avait fait d'autres concessions, là, mais en tout cas, ça fait quelques jours. Alors que les combats se poursuivent dans la bande de Gaza, le Hamas aurait refusé les propositions du cessez-le-feu du président Biden, à moins qu'elle n'inclue un arrêt définitif de la guerre à Gaza qui garantirait la survie du Hamas. Le gouvernement israélien, lui, rejette toute proposition qui ne détruit pas la capacité du Hamas à combattre les Israéliens et à gouverner le territoire adjacent.
Un haut fonctionnaire israélien a fait la déclaration « Israël ne mettra pas fin à la guerre avant d'avoir atteint tous ses objectifs, détruire les capacités militaires et administratives du Hamas, libérer tous les otages et faire en sorte que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël. » C'est le voisin, là, tu sais. Un article paru lundi dans le Wall Street Journal présente certaines communications récentes du chef du Hamas, M. Yahya Sinwar. Elle révèle comment il utilise sa propre population dans la guerre contre Israël. M. Sinwar considère les pertes civiles comme des sacrifices nécessaires et estime que le nombre de morts à Gaza joue en sa faveur. Lors d'une précédente interview, il a déclaré « Nous ne faisons les gros titres qu'avec du sang. Pas de sang, pas de nouvelles. » L'objectif, c'est d'avoir du sang pour faire les nouvelles. Ben, c'est toute de la manipulation de masse. Ah ouais. On voit tout ce qui se passe, là, puis les méchants. Puis, alors, c'est beaucoup de la propagande. D'un côté comme de l'autre, mais lui se sert de la population, c'est encore pire. Ouais. Pendant ce temps-là, le Hezbollah a tiré beaucoup de roquettes depuis le Liban, dont certaines ont tombé jusqu'à la mer de Galilée. Auparavant, Israël avait éliminé un haut commandant du Hezbollah. Wow. Israël et Liban. Donc, pendant qu'on parle du Liban, les forces de défense israéliennes frappent un complexe stratégique du Hezbollah dans le nord du Liban. Alors, ils sont complètement en haut au nord, alors que les attaques incessantes de drones visent le nord d'Israël. Selon la radio de l'armée, le groupe a abattu son troisième drone Hermes 900, qui s'appelle le Death Drone, depuis le début de la guerre. Il s'agit de l'un des plus gros drones utilisés par les forces de défense israéliennes, dont le coût s'élève à 10 millions. Quand même. Fait que c'est le troisième, c'est 30 millions qu'ils viennent de perdre. Là. Wow. Ils ont perdu aussi 2 autres drones, des Hermes aussi, mais des 450 plus petits, ont également été abattus par le Hezbollah. L'armée israélienne a déclaré qu'elle cherchait à savoir pourquoi elle n'avait pas pu intercepter plusieurs attaques de drones dans les derniers jours. C'est comme le système est défaillant un peu. Là. Wow. Moi, je regarde toutes ces guerres-là, ces batailles-là, tout ça, puis ça m'amène à une prophétie de la Bible. Dans la Bible, il y a une prophétie qui a été écrite tout près de 2600 ans. Wow. C'est dans Ézéchiel 38. On peut voir au verset 3, « Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, Méchec et Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à ta mâchoire et je te ferai sortir. » Le « je », c'est Dieu, là. Ouais. Toi et toute ton armée, chevaux cavaliers, toutes vêtues magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie, de Put, tout portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septenturion, donc on parle du nord, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Si on regarde la map, on voit Roche, qui est complètement la Russie, qui est complètement en haut. On voit Méchec, Tubal, Togarma, qui est la Turquie, qu'on voit au centre en rouge un peu. La Perse, c'est l'Iran. Put, c'est la Libye. Puis l'Éthiopie, c'est le Soudan et l'Éthiopie. Puis j'explique pourquoi. On peut regarder le professeur M. Reynald Showers, théologien et auteur de renommée mondiale, qui a travaillé pour le ministère de l'Évangile des Amis d'Israël pendant 30 ans. Il dit, lui, Ézéchiel 38 révèle une future invasion militaire massive d'Israël par des forces multinationales. 5 sont mentionnées et identifiées dans Ézéchiel 38, 5 et 6. La première, c'est la Perse, qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. La deuxième nation, c'est l'Éthiopie. Mais selon l'encyclopédie Wycliffe, la désignation Éthiopie est trompeuse car elle ne fait pas référence à la moderne Éthiopie qu'on connaît, mais le mot Éthiopie utilisé représente Couche. Donc, Couche biblique bordait l'Égypte au sud et aujourd'hui connu sous le nom de Soudan. Donc, tout ce qui est au sud de l'Égypte, on voit sur la map, on voit le Soudan et l'Éthiopie. Pourquoi je vous parle du Soudan? C'est parce que le Soudan renforce ses liens présentement militaires
et économique avec la Russie, y compris une base militaire dans la mer Rouge. Le Soudan et la Russie sont sur le point de signer une série d'accords militaires et économiques, dont l'établissement d'un centre de soutien logistique naval russe. Selon le lieutenant-général Yazir al-Alta, membre du Conseil souverain dirigé par l'armée soudanaise. Dans une interview accordée à Al-Ada TV, nous avons accepté cette proposition, mais nous avons suggéré d'étendre la coopération à des aspects économiques pour des entreprises agricoles, des partenariats miniers et du développement des ports, ce que la Russie a accepté d'élargir le champ. Alors, c'est pas qu'ils sont au contraire, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils disent à la Russie, oui, mais on va aller encore un petit peu plus loin. Oui. De son côté, l'Arabie saoudite avait exhorté les dirigeants soudanais à renoncer à l'accord sur la base navale russe et proposait d'investir en contrepartie. Oui. Donc, l'Arabie saoudite, il ne veut pas, lui, toutes ces guerres-là, il veut pas que la Russie rentre trop, là. Ça nous amène à parler de Niger, en Afrique de l'Ouest. C'est ça, le Niger. Alors, la déclaration conjointe du département de la Défense des États-Unis et le département de défense de la République du Niger, ils annoncent le retrait des forces américaines au Niger, qui est passé de préparatifs initiaux au redéploiement. Cette transition significative a commencé avec le départ d'un C-17 Globemaster de l'US Air Force le 7 juin dernier. Ce vol illustre la coopération productive entre les forces d'armée américaines et nigériennes qui sont chargées de coordonner le retrait ordonné sur des forces américaines au Niger. Il faut qu'il soit sorti absolument pour le 15 septembre. Alors qu'on voit la Russie rentrer, on voit les États tranquillement sortir. On sait ce qu'ils ont fait en Afghanistan dans le temps. Ils ont parti tellement vite qu'ils ont laissé les Américains civils et l'armement. C'est vrai. T'en souviens? Je m'en souviens. Alors, en Iran maintenant. En Iran, eux ont demandé au Soudan d'autoriser aussi une installation d'une base navale sur le côté de la mer Rouge. Donc, l'Iran aussi, ils veulent s'installer en Afrique. Un haut conseiller soudanais affirme que l'Iran veut construire une base navale sur son territoire. Le Soudan rejette l'offre pour l'instant car il craint la réaction des États-Unis et Israël. L'Iran a déjà fourni aux Soudanais des drones pour qu'elles les utilisent contre la lutte sur les rebelles. Il a également proposé de fournir un porte-hélicoptère si le Soudan lui accordait l'autorisation d'avoir la base. Alors, le chef militaire qui s'est exprimé dans le Wall Street. Alors, je fais juste comme faire le lien. On parle tantôt de la prophétie. Là, on parle ici de la Russie. On parle du Soudan. On parle de l'Iran. C'est dans vos nouvelles cette semaine, puis la semaine passée, là. Donc, ouvrir la Bible, c'est comme lire le journal ce matin, là. Bien, absolument. Encore en Iran, tu as l'ayatollah Khomeini qui écrit, lui, une lettre aux étudiants américains. Je ne sais pas si tu as vu ça dans les nouvelles, là. Non. Plusieurs personnalités israéliennes et américaines ont réagi avec colère à une lettre du guide de la révolution islamique qui félicitait les étudiants des universités américaines d'avoir pris la défense des Palestiniens. Lorsque vous avez gagné l'ayatollah, vous avez perdu l'Amérique, a écrit Mike Johnson, président de la Chambre des républicains, des représentants des États-Unis. M. Johnson a été accueilli par des huées lorsqu'il a rendu une visite au campus de Columbia le mois dernier pour s'adresser aux étudiants qui manifestaient pour demander le désinvestissement des institutions israéliennes. On demande un boycott un peu partout, là. Ils ont salué la lettre comme un signe que leurs efforts ne sont pas passés inaperçus et ont juré qu'ils continueraient à défendre les droits de l'homme malgré la pression croissante. Puis j'ai regardé un peu parce qu'on me disait que les universités américaines étaient financées quand même par l'Iran. Ah oui? Oui, monsieur. Alors, il y a une fondation à la vie veut faire progresser les intérêts de bienfaisance de l'Iran en Amérique. Alors, selon son site Internet, en effet, financer de nombreuses universités où se déroulent présentement les manifestations. Les universités comprennent celles de l'Ivy League, Columbia, Harvard, Princeton, Rutgers et UCLA et bien d'autres. Pensez-y, là. C'est financé, ces universités américaines-là, par l'Iran. Donc, tout le monde, ils mettent du gaz, on envoie de l'argent là-bas pour acheter du gaz, mais eux autres prennent l'argent puis ils reviennent
influencer nos étudiants dans les universités. Puis on laisse faire ça. Puis nous, on prend l'argent et on l'envoie pour l'Ukraine, en Israël et en Ukraine, pour faire la guerre. Au lieu d'investir nous-mêmes dans nos universités, pour pas qu'ils soient en conflit d'intérêts comme ils le sont présentement. Là. Si on recule, en 1979, Israël avait connu des relations cordiales avec l'Iran. Les Juifs allaient même en vacances en Iran. L'Iran fut le deuxième État à majorité musulmane, après la Turquie, à reconnaître l'État d'Israël, considéré comme son meilleur ami non musulman. Wow! Alors, selon la prophétie, l'Iran devait être un ennemi. Fait que là, 25 ans, c'était comme pas trop envisageable. Mais il fallait que l'Iran devienne un ennemi, ce qu'on voit. Oui. Et l'Arabie saoudite, elle, il fallait qu'elle devienne un ami. Ce qu'on voit avec tout l'accord Abraham, puis M. Trump et tout ça. Là. Alors, si on s'en va dans Ézéchiel 38 encore, mais un petit peu plus loin, au verset 13, on voit l'Arabie saoudite qui est Siba et Dédan. Les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent, de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? Donc, on voit que l'Arabie saoudite est là dans la prophétie, mais elle ne fait pas partie de la guerre. Ouais. Elle demande, qu'est-ce que vous faites là? Vous venez pour piller le pays, autrement dit. Là. Alors, puis, ils ne sont pas juste rendus des amis de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a supprimé en grande partie la représentation négative d'Israël dans ses programmes scolaires. C'est devenu comme des alliés. C'est ça. Si on regarde là, sur la map qui est là, on voit que Palestine était écrit en 2023, mais regarde, en 2024, il n'est plus là. On le voit à gauche, dans le bas, c'est marqué « Palestine erased from map Wow. ». C'est sûr que ce n'est pas clair, mais il est de même sur Internet. Là. Mais si on regarde en 2024, il n'est plus là. Alors, on respecte maintenant Israël. Selon un expert, les manuels scolaires saoudiens ne définissent plus le sionisme comme raciste. Ce qui témoigne d'un progrès vers une paix chaleureuse. On sait, hein, Daniel 9, 27, il parle qu'éventuellement, ça va prendre une paix. Là. Ouais. Les manuels de l'année scolaire 2023-2024, donc c'est ce qui s'en vient, ce qu'on vient de faire, n'enseignaient plus que le sionisme est un mouvement européen raciste et ne nie plus la présence historique des Juifs dans la région. Wow. Enfin, c'est des gros mots qu'ils ont fait là. En Arabie saoudite. Puis ça, on n'en parle pas tant que ça dans les médias. Là. Ben non, parce que ça va contre le narratif. Ben oui. Ils ne veulent pas pantoute. Là. Si on se souvient, même M. Biden, il avait été là-bas, puis il avait demandé, avec le gaz, puis tout ça, on en a parlé l'année passée, puis là-bas, il ne voulait rien savoir. Là. C'est sûr. Tu as même les citoyens saoudiens qui ont été de plus en plus souvent arrêtés pour avoir critiqué Israël sur les médias sociaux au cours des derniers mois en raison de l'attaque militaire en cours à Gaza. C'est fort, là. Selon Bloomberg, l'un des détenus était un cadre impliqué dans les initiatives de développement économique du prince Mohammed Ben Salman, notamment la Vision 2030. C'est un de ses chums dans la Vision 2030, mais là, il fait arrêter. Ouais. Un autre aurait exhorté les citoyens saoudiens à boycotter les marques américaines opérant dans le royaume du Golfe, ainsi qu'une personnalité des médias qui a déclaré qu'Israël ne devrait jamais être pardonné. Donc, tu parles contre Israël, tu te fais arrêter. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences en Arabie saoudite. Oui, monsieur. J'ai jamais vu. Oui. On continue avec l'Arabie saoudite. Il affirme avoir aidé à défendre Israël contre l'Iran. On se souvient, là, en avril, là, il avait envoyé 300 drones. Là, ils s'en allaient attaquer Israël. Là. Puis Israël, il avait le temps parce que ça prenait quelques heures de se rendre là. Là. Mais ici, on voit que l'Arabie saoudite a aidé Israël. De nombreux drones et missiles ont traversé l'espace aérien jordanien et saoudien pour atteindre Israël. L'Arabie saoudite a reconnu avoir aidé et repoussé une attaque iranienne contre l'État juif tôt dimanche matin, selon l'article du Cannes. 99% des drones et des missiles iraniens ont été détruits avant d'atteindre leur cible. Fait que c'est pas juste des amis, là, c'est rendu des partenaires militaires. C'est ça, c'est un allié solide, là. Oh, oui. Puis on sait qu'ils ont beaucoup de sous.
On n'aurait pas pensé ça il y a quelques années. Non, non, absolument pas. La Russie puis la Turquie. C'est ça. On continue parce qu'eux autres font partie aussi de la prophétie. On l'a vu tantôt. Ouais. Donc, le Kremlin félicite la volonté déclarée de la Turquie à rejoindre les BRICS. La Russie accueille favorablement le souhait exprimé par la Turquie de faire partie du groupe des nations BRICS, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, en précisant que le sujet serait à l'ordre du jour prochain sommet. Au sommet de l'organisation. De l'organisation, c'est ça. Donc, c'est favorable, ça veut dire qu'il va être obligé de sortir de l'autre s'il s'en va avec le BRICS. Ben oui, c'est sûr. Là, tu fais même un lien où tu nous amènes avec la Russie puis Cuba. Bien, c'est parce que, tu sais, Deux pays communistes. on voit que dans la prophétie, Russie, Dieu le met comme le leader. Toi, tu t'en viens avec ces gens-là, donc c'est un leader. Ouais, Puis là, on le voit que de plus en plus, il est fort dans le monde entier, là. absolument. On disait qu'on allait faire plein de représailles contre eux, mais ça a fait le contraire. Ça les a poussés encore plus haut, encore plus fort. Et qu'ils sont même en train d'organiser des Jeux olympiques à l'intérieur du BRICS pour concurrencer les Jeux olympiques. Exact, exact. Fait on appelle ça se tirer dans le pied. Mais est-ce que c'est voulu? Est-ce que... C'est de position contrôlée. Exact. Donc, la Russie avec Cuba, des navires russes, vous avez sûrement vu ça aux nouvelles, effectuent des exercices de missiles dans l'Atlantique en direction de Cuba. La frégate et le sous-marin font partie d'une flotte de 4 navires qui doivent arriver à Cuba mercredi. Ce voyage sera néanmoins suivi de près par les États-Unis à un moment où la tension avec la Russie sont vives en raison de la guerre en Ukraine. Il s'agit pour la Russie de montrer qu'elle est toujours capable d'un certain niveau de projection de puissance mondiale, a déclaré le responsable. Le président russe Vladimir Poutine a présenté le zircon comme une arme puissante capable de pénétrer toutes les défenses antimissiles existantes, en volant 9 fois plus vite que la vitesse du son, à une distance de 1000 km. Alors, de Cuba, il n'atteint pas Maison-Blanche, mais exemple, c'est Miami-Maison-Blanche, c'est à peu près ça, 1000 km. OK. Le bateau, l'amiral Grochov et le Kazan sont accompagnés de 2 autres navires de soutien lors de leur visite à La Havane, qui reflètent, selon les autorités cubaines, les relations historiquement amicales entre la Russie et Cuba. Ouais. Je ne sais pas ce que ça va faire à M. Trudeau, parce qu'il sait qu'il était bien ami avec Cuba, lui aussi. Là. Il va y avoir un conflit en quelque part. Là. Alors, nous pouvons voir que la Bible dit vrai, qu'à la fin, la Russie est un leader, un joueur important pour l'accomplissement des prophéties bibliques. C'est ça que je disais tantôt, lire la Bible, c'est comme lire les journaux du matin, parce que ce que je vous dis là c'est pas des années et des années passées, c'est cette semaine, c'est la semaine dernière. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible, puis vous êtes chanceux, parce que chez Théovox, on la donne gratuitement. Absolument. Si vous en faites la demande. Et oui, je rappellerai qu'en 2022, si ma mémoire est bonne, c'est près de 1000 Bibles, sinon plus de 1000 Bibles qu'on a envoyées gratuitement. Dans la même année, oui, en 12 mois. Ben écoute, je te remercie beaucoup, Jean-Pierre, pour cette excellente chronique. C'était vraiment agréable de pouvoir échanger avec toi sur ce qui se passe à travers le monde. Ça fait plaisir. Et d'avoir pris le temps de s'arrêter sur Israël, puis toutes les prophéties bibliques, parce que souvent, on n'y va pas comme on devrait y aller, alors que c'est la plaque tournante pour l'humanité, tout ce qui se passe en Israël. Puis on est capable de faire les corrélations, comme tu l'as fait avec les pays actuels, qui sont nommés par d'autres noms dans la Bible, pour être capable de s'y rattacher pour voir ce qui se passe. Je trouve que ça complète bien le tour au niveau de l'actualité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Voyez, c'est vrai qu'on donne des Bibles gratuitement. Puis c'est vrai qu'à la lecture de la Bible, on est capable de voir les prophéties des temps de la fin dans lesquels nous sommes aujourd'hui. On peut faire des liens extraordinaires, comme Jean-Pierre vient juste de le faire et vient nous le démontrer. Vous avez été patient avec nous ce soir. On a eu une émission un petit peu plus longue qu'à la coutume. Donc, merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Et en conclusion, j'aimerais vous dire que nous pouvons à chaque semaine faire de l'actualité. Nous pouvons vous révéler ce qui se passe réellement dans notre société. Nous pouvons élaborer et vous diffuser la vérité et vous exposer les contre-vérités, comme nous nous efforçons à le faire avec assiduité. Nous pourrions continuer à dénoncer, vous démontrer comment mal en point est notre société, sans ne jamais vous prodiguer ni vous parler de la solution à ce mal de vivre de notre communauté, qui se transpose à travers cette accentuation que l'on appelle le péché. En ce faisant, nous serions comme tous les autres médias avérés qui ne font que donner une nouvelle révélée, sans ne jamais apporter un remède à ce mal de vivre auquel fait face notre société. Ce qui aurait pour effet de seulement augmenter votre anxiété
face à un monde de dégénérés. En réalité, l'action auquel prend plaisir le diable dans son activité, c'est de tout faire pour vous tenir loin du Christ ressuscité, en vous gardant captif dans votre péché, vous distrayant face aux enjeux rattachés à l'endroit où vous passerez l'éternité. De ce fait, nous pourrions continuer de vous prouver hors de tout doute que nous sommes bien manipulés et que le but de cette manipulation est de faire avancer un narratif dominant contraire à ce que Dieu a déclaré. À travers cette réalité auquel nous sommes exposés, et ce, malgré le mal qui semble sans cesse aujourd'hui progresser, le seul espoir fiable dans lequel nous pouvons espérer, c'est en ce Jésus mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. La bonne nouvelle, face à la déchéance qui ne fait que progresser, est ce que Dieu a déclaré dans sa parole prononcée, dans ce verset de Romains 5,20, où il est stipulé que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé, ce qui signifie, que là où le péché semble s'accentuer à un rythme effréné, la grâce de Dieu ne cesse d'abonder afin d'amener par le Saint-Esprit le pécheur à reconnaître et réaliser que Dieu, à travers Jésus, a pourvu pour le salut de l'humanité et que le seul prérequis est de croire en lui et de notre bouche le confesser. Voilà ce que je vous souhaite, afin que vous puissiez en venir à réaliser qu'avec Jésus à nos côtés, nos lendemains sont assurés. C'est Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine.